Et je vais vous parler donc d'un dossier qui touche la Belgique et qui se situe dans le domaine de la négociation collective. Parce que les recommandations qui ont été adressées à la Belgique dans le cadre de ce semestre européen concernaient essentiellement la négociation collective. Et donc c'est une histoire belge, comme la Belgique produit beaucoup d'histoires, et c'est une histoire belge qui existait déjà, dans le sens que les remèdes, en fait, qui ont été proposés à la Belgique conduisent plus ou moins à une fossilisation de quelque chose qui préexistait, et on pourrait même dire que ce paradigme, disons, européen, d'enter la question du salaire sur la compétitivité est quelque chose qui puise ses racines dans une très mauvaise expérience belge. Tu peux aussi utiliser l'ordinateur, comme tu as dit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je suis un dinosaure. Et donc, mais je veux d'abord parler donc de cette question salariale. Donc il faut savoir que s'il s'agit de wage setting, comme on dit en anglais, que c'est quelque chose qui, comme dans beaucoup de pays, est déterminé par une pluralité de sources, par une convention collective, et par une pluralité de conventions collectives, parce qu'en Belgique, on a une négociation, comme en France, mais pas dans tous les pays, c'est comme ça, à plusieurs niveaux. Le niveau interprofessionnel, professionnel, le niveau d'entreprise, et il y a également, évidemment, le contrat de travail. Ce qui ne joue pas du tout en Belgique, c'est la loi dans le sens formel. Ce n'est pas le législateur qui fixe, disons, le salaire minimum. Ça ne veut pas dire que les autorités n'ont aucun rôle à jouer, évidemment. Ils peuvent intervenir, et elles peuvent intervenir. Elles interviennent lorsqu'elles rendent obligatoire la convention collective, ce qui est une expression stupide parce qu'elle est déjà obligatoire avant d'être rendue obligatoire, mais évidemment, l'intervention va provoquer une extension de la force obligatoire, une sorte de force obligatoire erga omnes ou universelle. Maintenant, on a beaucoup parlé, et donc je suis très content, en fait, ça je veux dire aussi en tant que témoignage, je suis très content d'être impliqué dans ce projet, parce que il y a longtemps, c'était dans les années 90, 96 peut-être, 95, j'étais un jeune assistant et on me demandait d'enseigner un cours de droit du travail communautaire de l'Union européenne, on dit de nos jours. Évidemment, c'est l'apprenti sorcier, mais ce n'était que pour des Erasmus, donc ça ne jouait pas. Et c'était entre Maastricht et Amsterdam, entre les deux traités. Et donc à cette époque, en effet, on parlait de dispositions du traité, on parlait de dispositions, surtout de directives, parfois de règlements. Évidemment, on analysait beaucoup d'arrêts de cette Cour de justice, beaucoup plus d'arrêts qu'on analysait dans un cours de droit du travail, mais on ne parlait pas de lignes directrices, de recommandations. On rigolait un peu avec les livres verts qui émergeaient. Et donc, je suis content, en tant que vieux dinosaure, d'être impliqué dans ce projet qui m'oblige un peu à me réinventer, à me familiariser avec ces instruments qui sont très, très différents de ce que j'ai connu dans ma première jeunesse. Maintenant, si on veut avoir une idée plus claire, plus substantielle de ce qu'implique cette philosophie nouvelle gouvernance économique, pour moi, le document le plus intéressant, même si c'est le document le plus débile d'un point de vue juridique, c'est le Europlus Pact. C'est là qu'on veut vraiment trouver l'arrière-pensée, beaucoup plus que dans le six-pack, qui est un truc très, très procédural, mais où on cache un peu les intentions.
Et ce document est très intéressant à lire, parce qu'on indique clairement que le but de toutes ces mesures qui seront proposées, aussi dans le domaine de la négociation salariale, c'est l'idée de promouvoir la compétitivité. Et pour moi, c'est très bizarre, l'idée de lier la question de la négociation salariale à la promotion de la compétitivité. Parce que, historiquement, il y avait un autre paradigme qui était beaucoup plus lié à la dignité humaine. C'était l'idée que, évidemment, le salaire, c'est la contrepartie du travail. Pourquoi est-ce que les gens travaillent? Pour pourvoir à leurs besoins et donc pour obtenir une rémunération juste et équitable. Et il n'y a rien, mais rien, sur ce paradigme dans le Europlus Pact. Ce qu'il y a, c'est l'idée justement que les salaires doivent être alignés sur la productivité, mais l'idée n'est pas que quand la productivité augmente, et je pense que Marco l'a déjà dit, qu'il faut donc améliorer les salaires. Enfin, c'est pas dans l'Europlus Pact. Donc, je suis content de savoir que tu as signalé quelques recommandations qui vont dans ce sens, qui est une belle surprise, même si je n'y crois pas. Et donc, autre réflexion, c'est cette notion de compétitivité. De quoi parle-t-on? Formellement, on parle toujours de la compétitivité, de la zone euro, euro plus, alors face à quelque chose qui se trouve en dehors. Mais si on analyse les instruments qui sont proposés aux États, il s'agit aussi, et c'est au moins le spillover, d'une compétitivité entre États membres, et donc on veut assurer cette compétitivité en externe, en organisant, en faisant, disons, de la compétitivité à l'intérieur et en faisant du regime competition un art de vivre. C'est juste un constat, c'est pas une critique, bien entendu. Maintenant, si on alors examine ce qui a été proposé à mon pays, c'est en effet, Marco l'a déjà dit, une invitation à réexaminer ces dispositifs de fixation de salaire, et plus concrètement, c'est un appel à revoir la centralisation du processus de négociation en allant justement vers une sorte de décentralisation. Parce que le système belge est un pays très, très centralisé. C'est même ancré dans la loi qu'il y a une primauté des conventions collectives interprofessionnelles vis-à-vis des conventions collectives professionnelles, vis-à-vis donc des conventions collectives d'entreprise. Donc plus haut est le niveau, plus que le niveau s'impose. Parce que c'est là au niveau le plus haut, il y a une philosophie bien entendu, qu'il y a une parité d'armes, en Waffengleichheit, disent les Allemands, et c'est là que les accords les plus corrects peuvent être établis. Et les autres niveaux peuvent ajouter quelque chose. Il y a aussi cette suggestion qui est aussi bizarre, qui a été adressée. Ici, on n'est même pas dans les recommandations, on est encore dans l'Europlus Pact, excusez-moi, que aussi les autorités publiques, le secteur public devrait suivre ce modèle, même si le secteur public en Belgique n'est pas en concurrence avec le secteur public en France. Ce n'est pas le fonctionnaire français qui va gérer la Belgique, donc il n'y a pas... mais c'est une question que l'État doit donner, disons, le bon exemple. Alors, bon exemple, c'est quoi? Maintenant, ce qui n'est pas mentionné dans l'Europlus Pact,
ce n'est donc pas, je l'ai déjà dit, le droit à une rémunération juste et équitable, mais de manière beaucoup plus importante, le droit de négociation collective, hein, qui devrait être un outil pour évaluer cette nouvelle gouvernance économique. Pourtant, le droit de négociation collective est bien ancré dans les textes, est bien gravé dans le marbre de la Déclaration de Philadelphie, c'est une partie de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, et ça veut dire que tous les États membres doivent respecter le droit de négociation collective, même s'ils n'ont ratifié aucune convention relative. On le retrouve dans la Charte sociale européenne, même la Cour européenne des droits de l'homme l'a embrassé, l'a lié à la liberté syndicale, et même dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a l'idée de la liberté de négociation collective. Il n'y a aucune idée de rémunération équitable, d'ailleurs, dans la Charte des droits fondamentaux. Là, il faut chercher des piliers, pillars, pour trouver une référence à la rémunération équitable. Mais, or, ça ne dit pas grand-chose. Ces déclarations de principe ne suffisent pas pour critiquer ces recommandations concrètes qui sont proposées, mais c'est plutôt dans la jurisprudence, la quasi-jurisprudence qui est développée par les organes de supervision, qui vont donc superviser le respect de la Charte sociale européenne, des instruments de l'OIT, parce qu'il y a aussi des instruments plus spécifiques, évidemment, en matière de négociation collective, qu'on va trouver des principes intéressants. Par exemple, on dit, oui, une politique de modération salariale, ça va, mais ça doit être exceptionnel. Ça doit être proportionnel. Donc, voilà une conditionnalité d'une autre nature. On va y trouver qu'il n'appartient pas aux autorités de créer une hiérarchie entre les conventions d'entreprise et les conventions professionnelles, donc d'imposer un modèle de centralisation ou de décentralisation. Ça relève de l'autonomie de ce qu'on appelle maintenant, même si je n'aime pas le terme, les partenaires sociaux. Voilà. Et on dit, attention, ce système d'indexation des salaires relève également de l'autonomie des partenaires sociaux. C'est à eux de définir les produits qui sont pris en compte dans cette corbeille et d'inventer, d'introduire la formule magique qui est à la base de l'indexation. Ce n'est pas aux autorités publiques de le faire. Maintenant, si on regarde la Belgique, je l'ai déjà dit, il y a déjà, depuis les années 70, donc depuis la fin des 30 glorieuses, il y a déjà une politique de modération salariale. Et c'est quelque chose qui a été basé d'abord sur des mesures ad hoc temporaires, qui a été remplacé par un système plus législatif, plus structurel, et qui, depuis 1996, il y a la date qui manque, est basé sur un système où la Belgique donc doit se former une idée de l'augmentation, de l'évolution salariale dans les pays limitrophes, et c'est en fonction de cette évolution probable sur une période de 2 ans qu'on peut négocier. Ça veut dire les salaires en Belgique ne peuvent pas augmenter plus que l'évolution probable sur une période de 2 ans dans les pays limitrophes. Et tout ça conduit, en fait, à la fin de l'autonomie collective. Maintenant, si on regarde maintenant les recommandations qui ont été adressées à la Belgique, on constate que, dans un premier temps, il y a eu 2 demandes. Une politique de modération salariale à un pays
qui a une structure législative depuis au moins 30 ans, qui assure la modération salariale, ça ne va pas suffisamment loin, et on a aussi imposé, on a aussi suggéré, il faut dire, un système, une réforme du système d'indexation. Cette dernière demande a disparu à partir de 2015. Vous allez me dire, ah, c'est chouette. Non, c'est parce que, en effet, le gouvernement avait introduit une réforme du système d'indexation et que la critique était devenue sans objet. Donc il faut être aussi prudent. Or, ce que la Belgique a eu comme suggestion, c'est de, même si on a déjà un système préventif qui organise une espèce de tutelle de l'autonomie collective, de dire, OK, vous devez avoir la capacité de réexaminer cette modération salariale si, contrairement à vos hypothèses, à vos prognoses, après une année, il y a une évolution du coût salarial qui dépasse celle prévue dans les autres pays. Parce que peut-être dans les autres pays, les salaires n'augmentent pas autant qu'on l'avait imaginé. Donc, alors il faut, pour la deuxième année, il faut réduire. On a aussi suggéré à la Belgique de favoriser des clauses dérogatoires dans les conventions collectives. C'est un peu bizarre parce que les partenaires sociaux ont évidemment la possibilité de prévoir des clauses dérogatoires. Ça, c'est compatible avec l'autonomie collective sur le plan formel. Mais si évidemment un gouvernement met en place une politique qui favorise des clauses dérogatoires, c'est un peu ambigu, ça pousse vers une logique de décentralisation qui est complètement contraire à nos traditions et au paradigme sous-jacent. On a même eu, et là je me fâche, une suggestion, j'essaie de me contenir, d'opérer un système où, dans la Belgique, qui n'est pas un pays énorme, il y aurait des différences entre les salaires en fonction de la région concernée. C'est une sorte de petit club med, enfin je veux dire une logique de petit club med à l'intérieur de la Belgique, pour que par exemple dans certaines régions où la productivité était censée être moindre, on toucherait un autre salaire évidemment plus bas que dans un autre pays. Moi je suis professeur en Wallonie, dans cette logique, je toucherai moins que mon collègue en Flandre. Excusez-moi, il y a des limites. Il y a des limites. Maintenant, qu'a fait la Belgique? Alors, dans un premier temps, rien du tout. Et c'est vrai pour cette question de la négociation salariale, mais c'est vrai pour la gestion, si on veut, de la gouvernance économique européenne tout entière, pour deux raisons. Parce que dans un premier temps, il y avait donc un gouvernement qui était en affaires courantes, qui donc constitutionnellement ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Et dans un deuxième temps, on avait un gouvernement qui était opposé au paradigme de la nouvelle gouvernance économique. Et ce n'est que lorsque le gouvernement, donc Michel, qui est assez connu en Europe maintenant, je pense qu'il est aussi président de quelque chose, a pris le pouvoir, pour ainsi dire, qu'il y a eu une réactivité, qu'on a commencé à mettre en œuvre ces recommandations. Parce qu'il y avait un gouvernement de droite, par hasard, qui aime ce genre de politique. Et donc on a immédiatement mis en place une suspension du système d'indexation. Donc ça veut dire que on a sauté une inflation de 2%. Et donc, et je tiens quand même à signaler que c'est très structurel, parce qu'il
il y a eu une perte temporaire du pouvoir d'achat, mais qui reste permanent, hein, parce que ces salaires n'ont pas augmenté, malgré une inflation de 2%, et on continue à perdre, hein, ces 2%. On a aussi étendu la norme salariale, donc de modération salariale, aux entreprises publiques autonomes, pas à la fonction publique, mais aux entreprises publiques autonomes. On a introduit un système qui permet de corriger donc la norme salariale, si en effet, après une année, il s'avère que l'évolution du coût salarial dans les autres pays, hein, pose un problème de compétitivité pour la Belgique. On a dit qu'il fallait renforcer, ça c'est intéressant, ce mécanisme. Ce mécanisme de modération salariale était aussi un peu flou, un peu mou, de temps en temps, parce qu'il y a eu ceux qui ont dit que ces normes étaient purement indicatives, que l'instrument, s'il y avait un accord entre partenaires, mais un accord under the shadow of the law, parce que c'est une négociation sur une formule mathématique. C'est quasiment, lorsqu'il y a dissensus, un conflit juridique sur l'interprétation d'une formule, ce n'est pas une négociation sur des conflits d'intérêts, mais peu importe. S'il y a un accord, ce sera une convention collective du Conseil national, enfin conclue au sein du Conseil national du travail, qui doit être rendue obligatoire par le gouvernement. C'est d'ailleurs très très bizarre, parce qu'il y a donc une obligation de négocier, ce qui n'existe pas en Belgique, contrairement qu'en France. Il y a une obligation pour le gouvernement, lorsque l'accord est conclu, de le rendre obligatoire, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. Et il y a une application apparemment de cette norme aux entreprises publiques autonomes, tandis que la loi sur les conventions collectives, normalement, n'est pas applicable à ces structures. Bon, il n'y a pas eu, heureusement, une décentralisation ou une régionalisation. Évaluation, c'est assez évident. Je pense que si on analyse de manière très fine la quasi-jurisprudence des organes de supervision, il y a là une sorte de tutelle, une sorte de mancipation de l'autonomie collective qui n'est pas du tout exceptionnelle, qui n'est pas du tout proportionnelle. Il y a un problème parce que la corbeille qui fait le cœur de l'indexation avec les produits qui sont pris en compte n'est pas définie par les partenaires sociaux, mais par le gouvernement. Donc aussi sur ce point-là, il n'y a pas d'autonomie collective. On constate que malgré cet décalage évident entre les normes internationales et le droit belge, les organes de supervision n'assument pas leur rôle. Hein. On trouve presque pas de critique du Comité européen du droit social, du Committee on la Commission sur l'application des conventions et des recommandations de l'OIT, malgré le fait qu'ils sont informés, hein, par le gouvernement, ce qui, à mon avis, nécessitera une procédure plus pointue, une démarche plus pointue, des réclamations collectives dans le cadre de la Charte sociale européenne ou devant le comité de la liberté syndicale. Cette politique, mais toujours sur un fragment, a été critiquée, enfin a été contestée devant la Cour constitutionnelle belge, qui n'est pas, ça c'est l'avantage d'être un royaume qui n'est pas composé d'anciens présidents, hein. Mais la Cour constitutionnelle a fait un déni de justice, j'aurais pas dû dire ça. Et maintenant, je reviens, et là je vais vraiment terminer, ne vous inquiétez pas, Marco, à tes questions, parce que nous avons reçu donc un petit devoir de Marco. Il nous a soumis trois questions qui sont un peu le fil conducteur du projet. Et donc, il dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre ces recommandations et des changements, des réformes du droit du travail? Et là, je suis prudent. Si vous avez un gouvernement qui a un peu de toupet,
Non. Enfin, non, dans le sens qu'un gouvernement a pu résister. Hein. Mais parfois, nous négligeons peut-être dans la discussion quelque chose qui tenait beaucoup au cœur à Brian Bercussen, hein, c'est-à-dire quel est l'impact des pratiques nationales sur les politiques européennes. Et donc on voit que là, la Belgique n'est pas du tout, à mon avis, le bon élève, mais le mauvais élève, hein, qui a déjà pratiqué une sorte de philosophie en liant explicitement compétitivité et négociation. Un mauvais enseignant. Oui, un mauvais enseignant, ça existe. Et donc, et puis, il y a la question du soft law et du hard law. Est-ce que les spécialistes du droit du travail, enfin, des académiques ou des praticiens, ont dû adopter une autre attitude face à ces instruments nouveaux, et qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette dichotomie entre soft law et hard law, hein? Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante, et j'ai déjà dit que, étant dinosaure de naissance, hein, pour moi, ça a été une école de découvrir ces instruments. Je pense que nous devons, en effet, nous sommes plus attentifs maintenant à ces instruments, parce que ces instruments, qui sont soft, ont conduit à une pétrification des instruments soft qui existaient préalablement, de sorte que ces instruments soft de la modération salariale sont devenus plus durs, hein, sous l'influence européenne. Hein. Et est-ce que, et là c'est une question qui m'a beaucoup choqué venant de la part de Marco, où il dit, je vais le dire en anglais, hein, c'est ainsi que je l'ai lu, should labor lawyers embrace the instruments of the new economic governance as a part of their field and potentially even as a tool to foster changes. Et là je dis, il faut que, évidemment, les spécialistes de droit du travail suivent et décortiquent cette novlangue de la Commission et du Conseil. Mais ils doivent être très critiques, hein, et ils doivent discerner qu'il y a plusieurs paradigmes, hein, non seulement en droit du travail de l'Union européenne, et Mélanie a publié des articles très intéressants à ce sujet, mais aussi, évidemment, dans le droit du travail des États membres. Et donc, je pense que il faut peut-être être vigilant et dire que ces réformes ne sont pas du tout évidentes. Mais ici, je me suis limité au cas, évidemment, hein, de la négociation. J'ai vu aussi d'autres suggestions qui étaient plus chouettes lorsqu'il s'agissait, évidemment, d'activer des catégories sous-représentées. Voilà, Marco, j'y suis.